Obsèque de Gabriel Kyungu, le chef de l'État a annulé son déplacement de Lubumbashi suite au report s'inédié des cérémonies officielles prévues ce jeudi dans le Haut-Katanga. Lutte contre les tracasseries routières à Kinshasa, 11 éléments de la police pris en flagrant délit par le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Au Kasaï oriental, les transporteurs aériens peinent à desservir ce coin du pays, faute de kérosène depuis le début de ce mois d'août, un espace déjà frappé après la baisse de prix de billets d'avion par le gouvernement. Hissène Habré sera enterré ce jeudi au Sénégal, 2 jours après avoir succombé de la Covid-19. La dépouille de l'ancien président tchadien décédé à l'âge de 79 ans ne sera plus rapatriée à son pays, le Tchad. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Obsèque de Gabriel Kyungu, le chef de l'État a annulé son déplacement de Lubumbashi. Cette annulation fait suite au report s'inédié des cérémonies officielles prévues ce jeudi dans le Haut-Katanga. Les discussions se poursuivent sur le lieu de l'enterrement du président de l'Assemblée provinciale décédé le 21 août dernier à Luanda, capitale angolaise, de suite d'une maladie. La dépouille mortelle de Gabriel Kyungu Akumwanza a été rapatriée hier dans la nuit à Lubumbashi. Choix des animateurs de la CENI, les laïcs protestants et catholiques réunis au sein du ministère des laïcs protestants de l'Église du Christ au Congo, Mila Pro ECC, et du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo KLCC décrit l'impasse sur la désignation du futur candidat du président de la CENI. Dans un communiqué public, ces composantes recommandent aux présidents de leurs églises, dont les catholiques et protestantes, d'étirer les conséquences de la mauvaise foi manifeste de partenaires et surtout de se retirer définitivement d'un cadre qui aura démontré ses limites à transcender, loin d'amorcer le mécanisme en faveur de la population. Et nous en parlerons sur ce plateau avec messieurs Jean Bosco Lalo, bonjour. Bonjour. Monsieur Jean Bosco, je rappelle que vous êtes président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLCC Sanko. Pourquoi vos associations chrétiennes veulent quitter définitivement ces discussions? Vous savez, madame, dans la vie, on peut se tromper une fois. On peut peut-être tolérer qu'on se trompe deuxième fois, mais pas indéfiniment. Vous savez, depuis 2006, soit 2011, 2018, le chef de l'État lui-même a reconnu que nous avons connu des élections tumultueuses. Et par conséquent, on n'en a plus besoin. C'est à ce niveau-là que se pose le problème que les confessions religieuses, donc SCC et SENCO, dont nous sommes ressortissants, donc là nous sommes des laïcs de ces deux confessions religieuses, nous leur demandons que si on reconnaît qu'il y a des erreurs dans le passé et qu'aujourd'hui on voudrait répéter les mêmes erreurs, on voudrait conduire le pays où, vous le savez très bien, la SENCO a toujours été méticuleuse dans les choix d'animateurs depuis le début. Donc il n'y a rien de surprenant aujourd'hui, en dépit de tout ce que nous suivons comme des débats, comme des discussions que les gens sont en train de mener, mais nous pensons qu'ils tapent à côté. Donc les 6 confessions se prétendent être majoritaires, c'est une majorité fictive. Nous disons que la vraie majorité, ce sont justement SCC et la SENCO, dont nous sommes ressortissants. Et par rapport à cette question, la SENCO et l'SCC, vous êtes minoritaire. Et par rapport au nombre, pourquoi vous engagez ce bras de fer? Je dis que nous sommes, si les 6 confessions sont majoritaires, c'est une fiction. Et cette fiction va prendre fin. Nous disons que SCC et SENCO, nous sommes largement majoritaires et nous constituons plus de 3/4 sur l'ensemble du pays. Et nous voudrions voir qui peut nous prouver le contraire. Monsieur Jean Bosco, réalisez-vous que c'est vous qui allez cautionner le glissement et vous courez le risque d'être sanctionné par le peuple congolais? Nous l'avons aussi dit que voilà, il y a des décors qui se platent finalement pour que le glissement qui a été depuis longtemps souhaité ou même sollicité déjà par certaines indiscrétions, et on voudrait maintenant trouver le bouc émissaire. Nous ne le serons pas. Nous ne serons pas le bouc émissaire pour le glissement. Les élections auront lieu à 2023 comme prévu, cautionnement.
Merci Monsieur Jean Bosco Lalo pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo, KLCC Sanko. C'est moi qui vous remercie. Parlons autre chose à présent. Le Sénat veut aider les gouvernements congolais à maximiser les recettes pour répondre aux attentes de la population en vue de permettre au président de la République de réaliser sa vision du peuple d'abord. C'est dans cette optique que son président Modeste Bahati a eu une séance de travail avec le Premier ministre. L'échange entre Modeste Bahati Lukwebo et Jean-Michel Samalou Kondé a eu lieu en présence du ministre du Budget Aimé Boji et les membres de la Commission économique et financière du Sénat. La commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement va se pencher sur les recommandations faites par les élus des élus au précédent gouvernement, mais non prises en compte. Le Sénat soutient que si ces recommandations sont exécutées, elles vont se transformer en opportunité de maximisation des ressources de l'État, avec pour conséquence directe l'augmentation du budget. Une initiative saluée par le gouvernement. C'est une très bonne initiative dans la mesure où le Sénat, qui fait partie du Parlement, joue son rôle non seulement de contrôleur, mais aussi assiste le gouvernement, pousse le gouvernement à aller de l'avant dans la mobilisation des recettes de l'État. Les COFIN du Sénat et les membres du gouvernement concernés vont entamer les échanges dans un bref délai. Le Sénat étant l'émanation des assemblées provinciales, Modeste Bahati Lukwebo a aussi plaidé en faveur des députés provinciaux des 26 provinces impayées depuis plusieurs mois. Il a en outre demandé au Premier ministre d'insérer la rémunération des élus provinciaux dans le budget général des institutions au lieu de l'inclure dans les frais de fonctionnement comme c'est le cas actuellement. Échange entre la délégation du Fonds monétaire international et l'inspection générale des finances sur l'appui de cette institution dans le programme d'action du gouvernement congolais. Le FMI félicite l'IGF et l'invite à poursuivre son contrôle dans l'exécution de la bonne gouvernance de crédit de plus d'1 milliard de dollars américains. Après l'accord trouvé entre la République démocratique du Congo et les FMI au niveau des services sur un plan de financement de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans, le Fonds monétaire international, via son représentant en République démocratique du Congo, est venu à l'inspection générale des finances dévoiler les contenus de leur appui aux inspecteurs généraux des finances. Les représentants résidents du Fonds monétaire en RDC est venu présenter à l'ensemble du corps des inspecteurs des finances les contenus de l'appui du FMI au programme économique du gouvernement et définir les rôles que doit jouer l'inspection générale des finances dans l'accomplissement des objectifs fixés dans ces programmes. Brièvement, nous avions compris que l'appui du Fonds monétaire vise à obtenir de la RDC la bonne gouvernance ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Et pour ça, l'inspection générale des finances est appelée à renforcer ses contrôles dans tous les volets prévus dans cet appui, et notamment combattre les exonérations fantaisistes, contribuer à la réduction des dépenses d'urgence, maîtriser la masse salariale dans les secteurs publics, bref, contribuer à la qualité de la dépense publique. C'est un motif de satisfaction pour les représentants du FMI en RDC après ces échanges. Les objectifs soutenus par le FMI en termes de mobilisation des recettes, en termes d'amélioration de la qualité des dépenses, en termes de reconstituer des marges de manœuvre justement pour les dépenses les plus essentielles, les dépenses d'infrastructure, les dépenses sociales au bénéfice de la population. Bien sûr, tous les objectifs en termes de gouvernance, de lutte contre la corruption, ce sont des objectifs majeurs auxquels l'IGF ne peut être qu'associé. Les mesures clés dans le cadre de ce programme seront axées sur la création d'un espace budgétaire pour les investissements et les dépenses sociales indispensables. La tracasserie routière, au moins 11 policiers des circulations routières ont été arrêtés lors de la visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, à certaines artères du Kinshasa, un exercice auquel va se livrer le ministre de l'Intérieur pour réduire les embouteillages dans la capitale.
Dans sa visite d'inspection, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, a surpris au total 11 policiers commis à la circulation routière. En flagrance, tous ont été interpellés. Tout est parti d'un constat amer du patron de la sécurité nationale sur son trajet vers les cabinets de travail. Dans la commune de la Gombe, précisément sur l'arrêt Vodacom vers Sosimat, Daniel Aselo a surpris 2 roulages en train de rançonner un conducteur. Ils ont été interpellés. Daniel Aselo Kito Ankoy a alors décidé illico presto d'effectuer une prospection dans quelques carrefours de Kinshasa. Du boulevard Lumumba en passant par la route poids lourd à Baramoto précisément, Daniel Aselo a échangé avec la police de circulation routière sur leur manière de travailler, avec à la clé un message phare: halte aux tracasseries routières. De là, le cortège du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a pris la direction du quartier des Bonhommes, puis quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Daniel Aselo a enregistré plusieurs doléances des conducteurs automobiles sur le comportement de certains PCR. Quelques policiers surpris en train d'user les tracasseries routières ont été interpellés. Ce, à la grande satisfaction des usagers de la route qui ont souhaité la radiation de ces policiers dans la police de circulation routière pour comportement indigne. Direction Kingasani, Pascal, point de chute de la descente du VPM. Là encore, quelques roulages pris en flagrance délit seront interpellés. La population surprise par cette énième descente du vice-premier ministre Daniel Aselo dans ce coin de Kinshasa n'a pas caché son effervescence. Rappelons qu'au total, 11 policiers ont été interpellés et acheminés vers la territoriale. Ils seront face à leur juge naturel pour être jugés sur leurs actes. Parlons de cette rencontre entre le général-major Mbouyou, commandant du corps du génie militaire, et Alexis Gisaro, ministre des Infrastructures. Ensemble, les 2 personnalités ont reconnu l'efficacité des éléments des FARDC engagés dans ce service et se sont mis d'accord de travailler en collaboration, comme le souhaite le président de la République. Le génie militaire détient une expertise qu'il veut mettre à la disposition du gouvernement et aux autres partenaires qui le désirent. C'est ce sujet qui a conduit le commandant corps du génie militaire chez le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Ce mercredi, Alexis Gisaro et le général-major Mbouyou pensent que le vœu du commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, est le rapprochement entre ce service technique des FARDC et le ministère de tutelle. Nous sommes un outil de travail qu'il peut utiliser dans son secteur. Alors, nous avons dit au ministre que nous sommes capables de réaliser tous ces travaux-là. Et comme son rayon d'action va jusqu'à l'intérieur du pays, notre rayon d'action, il couvre toute la République. Nous avons des unités qui sont implantées dans des pôles économiques que vous appelez zone de défense. Nous avons des unités à Kinshasa. Le génie militaire s'est dit prêt d'œuvrer partout en République démocratique du Congo, même dans les zones en conflit armé dans l'est du pays. Le commandant corps du génie, le général-major Mbouyou Laïlaï et sa grande délégation est fier de la résistance de leurs travaux exécutés à la hauteur du pont Kianza, des maisons à Yumbi et sa lutte contre plusieurs têtes d'érosion au Kambadiading dans le quartier Livulu. En province, l'exploitation minière d'or en Ituri ne doit pas être une source d'insécurité et des conflits en cette période de l'état de siège. Message du vice-gouverneur de cette province, les commissaires divisionnaires Benjamin Alonga Boni. C'était à l'occasion de l'ouverture d'une table ronde sur la gouvernance minière à Bunia. Le secteur minier doit être porteur d'espoir économique et de développement d'une entité. Malheureusement, la province de l'Ituri qui produit des tonnes d'or n'est pas bénéficiaire à 100%. Selon les statistiques fournies par la coopérative de négociation d'or en Ituri, cette province exporte au moins 8 kilos d'or par an à travers un seul comptoir agréé. Sur 188 sites miniers, 6 seulement sont certifiés et validés, a reconnu le chef de division provinciale de mines en Ituri, Alain Chabani Kimareki. Voilà ce que je
justifie l'organisation d'une table ronde de 3 jours réunissant les acteurs étatiques, les ouvriers de mines, les acteurs de la société civile et autres pour parler de cette problématique. Et c'est sous la facilitation du consortium Alerte Internationale Justice Plus, le comité provincial de suivi des activités minières, OGEP, Irak, IPIS, dans son projet Madina Amani, le minerai pour la paix et le développement, sous financement de l'ambassade du Royaume de Pays-Bas. Pour le directeur du projet Madine Henri-Paul Bolap, cette table ronde est une opportunité pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance minière en Ituri. Améliorer la sécurité et la stabilité régionale à travers les chaînes d'approvisionnement de minerais plus propres et une gouvernance plus efficace à tous les niveaux de ces chaînes. Vous avez été invité parce que vous connaissez mieux que quiconque le contexte local, que les communautés de l'Ituri qui sont concernées par ce processus de construction de la paix. Le vice-gouverneur de province, au nom de son titulaire, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a invité les participants à la prise de conscience pour que leurs produits en Ituri ne soient pas source d'insécurité. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, que j'ai le privilège de représenter en ce jour, nous sommes honorés par votre présence à cette table ronde sur la gouvernance du secteur minier en province de l'Ituri. Cette table ronde constitue une opportunité pour le gouvernement provincial de l'Ituri afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance minière de la province. Au Kasaï oriental, il n'y a plus de stock en kérosène depuis le début de ce mois d'août. Une situation qui inquiète les transporteurs aériens qui d'ores et déjà ont séché cet espace au lendemain de la baisse de prix de billets d'avion pour des raisons inavouées. Mbujimaï, au Kasaï oriental, pénurie de kérosène depuis le début de ce mois d'août. Au niveau de CEP Congo, principal dépositaire de ces produits, aucun stock n'est disponible. À la gare de Moneditu, porte d'approvisionnement, aucun produit n'est disponible également. L'alerte des compagnies d'aviation qui desservent la ville de Mbujimaï via l'aéroport de Bipemba. Un aéroport qui connaît en ce moment une rareté des réguliers au grand désarroi des passagers qui désormais ne savent plus à quel sens se vouer. Cette absence de vol sur Mbujimaï a été constatée au lendemain de l'entrée en vigueur de la décision gouvernementale sur le prix des billets d'avion. Pour certaines compagnies d'aviation, la baisse du prix des billets d'avion constitue un véritable manque à gagner. L'argument qu'évoquent en ce moment ces transporteurs aériens sur le manque de kérosène ne serait-il pas juste un échappatoire? Le gouvernement congolais, qui a décidé de fixer à $125 les trajets Kinshasa-Mbujimaï, est appelé à intervenir vite et même très vite afin de faire régner l'ordre. Dans l'actualité panafricaine, il sera inhumé au Sénégal où il purgeait sa peine après sa condamnation à perpétuité en 2017 pour crime contre l'humanité. La dépouille de l'ancien président tchadien ne reverra pas la terre de ses ancêtres aussi longtemps qu'il n'aura pas été réhabilité par la justice, avait annoncé un membre de sa famille. Commentaire de Gaëtan Kubaburanti. La décision était très attendue. Sera-t-il rapatrié ou pas? Hissène Habré est finalement enterré au Sénégal, le pays qu'il a accueilli il y a 31 ans, où même il purgeait sa peine après sa condamnation à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. C'est l'une de ces femmes qui avait pris cette décision de ne pas rapatrier la dépouille tant que l'ancien chef de l'État ne sera réhabilité par la justice de son pays, alors que le Tchad n'avait affiché aucune opposition au rapatriement de la dépouille, mais avait précisé qu'aucun hommage officiel ne sera rendu lors des funérailles en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. Selon les médias locaux, la levée du corps est prévue en début de l'après-midi à la mosquée omarienne de Dakar, tandis que l'inhumation s'effectue au cimetière musulman de Yoff, dans la capitale sénégalaise. C'est dans ce cimetière qu'avait été enterré l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo en 1989, exilé au Sénégal après avoir été condamné à mort par contumace dans son pays. Hissène Habré, lui, se trouve au Sénégal depuis 1990 après avoir été chassé du pouvoir par des rebelles menés par Idriss Déby avant d'être rattrapé par un tribunal spécial. Durant son règne, Hissène Habré s'était illustré comme chef de guerre, une période marquée par des répressions, des tortures et des exécutions sommaires.
Le premier avion en provenance d'Afghanistan a atterri mercredi à l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. Une cinquantaine de personnes sont accueillies temporairement dans le pays et de nombreux autres évacués doivent arriver dans le prochain jour. Au total, environ 2000 personnes devraient être accueillies en Ouganda avant d'être envoyées dans d'autres pays, notamment aux États-Unis d'Amérique. Prenons le rappel des titres. Obsèque de Gabriel Kyungu, le chef de l'État a annulé son déplacement de Lubumbashi suite au report s'inédié des cérémonies officielles prévues ce jeudi dans le Haut-Katanga. Lutte contre les tracasseries routières à Kinshasa, 11 éléments de la police pris en flagrant délit par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Au Kasaï oriental, les transporteurs aériens peinent à desservir ce coin du pays, faute de kérosène depuis les débuts de ce mois d'août. Un espace déjà frappé après la baisse des prix de billets d'avion par le gouvernement. Hissène Habré sera enterré ce jeudi au Sénégal, 2 jours après avoir succombé de la Covid-19. La dépouille de l'ancien président tchadien décédé à l'âge de 79 ans ne sera plus rapatriée à son pays, le Tchad. Place à la revue de presse. Jenny Kaimbe nous rejoint sur ce plateau pour la sélection de journaux parus ce jeudi. Bienvenue. Merci Bédrine Kenge. Bonjour à tous. Commençons ce tour d'horizon par ce sujet, état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le sujet continue d'inquiéter la classe politique congolaise. Tout à fait, ce sujet continue de susciter de controverses au sein de la classe politique congolaise. Ce qui divise Bédrine, ce sont les fruits de cet état de siège depuis son instauration dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Déjà, certains membres du gouvernement ont défilé au Parlement pour donner les explications sur sa contribution dans la partie Est de la RDC. Mais ces derniers n'ont pas convaincu les députés nationaux. C'est dans ce sens que ces élus, repris par l'avenir, sollicitent sa requalification. Entre-temps, le gouvernement reste déterminé à soutenir cette initiative. Lors de son séjour à Béni, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, repris par ses journaux, cette fois-ci dans un autre article, avait invité l'ensemble de la population à soutenir l'état des sièges. Jenny, désignation de membres de la CENI. Pourquoi les noms de Ronsard Malonda et de Denis Kadima bloquent le processus? En tout cas, la question reste posée depuis le début du processus pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale nationale indépendante. Les choses n'avancent pas puisqu'il s'observe le même problème auprès des parties prenantes, rapporte OuraganFM.cd. Des candidats sont présélectionnés pour être bloqués par la suite. C'est le cas de Ronsard Malonda et Denis Kadima qui sont très contestés par les forces politiques et sociales du pays. Alors à ce stade, faut-il supprimer la CENI? S'interroge plusieurs observateurs pris par la prospérité online. C'est le cas de Ghislain Banyamungani. Ce dernier propose que l'on garde Corneille Nangaa comme président de la centrale électorale et compléter les bureaux avec les délégués des autres composantes. Ensuite, appliquer les principes généraux de droit sur la majorité et considérer les PV des 6 chefs religieux qui ont choisi Denis Kadima et inviter les 2 autres confessions religieuses, entre autres la Sainte-Co et l'ECC, de confirmer leur position par un secret des votes. Que sera l'attitude du président de la République qui avait refusé plutôt d'investir Ronsard Malonda? S'interroge la référence plus, puisqu'aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation que celle vécue à l'époque de Janine Mabunda. Et terminons avec le sport, plus précisément, Afro-Basket 2021. La République démocratique du Congo affrontera le Cap-Vert ce jeudi après sa défaite face au Rwanda, le pays organisateur de ce tournoi. Effectivement, c'est aujourd'hui que les Léopards, messieurs basketball de la RDC, font leur deuxième sortie face aux requins bleus du Cap-Vert, vainqueurs de Palancas Negras de l'Angola lors de la première journée. Rappel actualité.cd. Il faut noter que pour espérer une qualification au prochain tour, il nous faut une victoire après leur faux pas d'entrée devant le pays hôte. Les défis et détails Bédrine Kenge lors de sa première sortie. Les Léopards basket seniors messieurs de la RDC s'étaient inclinés devant le Amavibi du Rwanda sur les scores de 82 contre 62 au pays de
Paul Kagame, rappelle 7 sur 7.cd. Après le Cap Vert, la RDC croisera l'Angola pour sa 3e et dernière sortie en phase de groupe. Cette rencontre se jouera les samedis 28 août prochain, ajoute actualité.cd. Jenny, nous souhaitons bonne chance à nos léopards. Bonne chance, tout à fait. Merci pour cette sélection, Jenny Kaimbe. Merci à vous autant. C'en est complètement fini avec cette édition. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.